C'est une semaine très incertaine qui s'est ouverte au Moyen-Orient. Beaucoup d'interrogations d'abord sur le plan diplomatique. Nous sommes à 48 heures de la fin du cessez-le-feu. L'attente est forte en vue d'une reprise des négociations entre Téhéran et Washington. Une délégation américaine est attendue au Pakistan. Rien du côté des Iraniens qui affirment ne pas vouloir discuter de nouveau avec les États-Unis. Une posture affichée alors que le ton s'est encore crispé ces dernières heures dans le détroit d'Ormuz. Après la saisie d'un pétrolier iranien ayant tenté de contourner son blocus, les tensions sont reparties de plus belle. Alors quel risque pour ce conflit et pour le monde qui reste suspendu toujours aux variations des cours du pétrole? Quelle chance de voir les deux pays s'asseoir de nouveau à la table des négociations pour sceller une paix durable? C'est tout l'enjeu. Beaucoup de questions qu'on va poser aujourd'hui à notre invité Jean-Paul Chagnollo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite des universités, président d'honneur de l'IREMO, directeur de la revue Confluence Méditerranée. On va aller prendre le pouls également pendant cette demi-heure du côté de Téhéran où nous attend notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, on vous retrouve dans quelques instants, mais d'abord les derniers développements résumés en images tout de suite par Thibaut Francesca. Regardez. Alors que le cessez-le-feu entamé le 8 avril doit s'achever mercredi, Donald Trump affirme qu'un cargo iranien a tenté de briser le blocus imposé par les États-Unis sur les ports iraniens ce dimanche. Après avertissement, la marine américaine a ouvert le feu et pris le contrôle du navire. Le destroyer lance-missile de la marine américaine USS Spruance a intercepté le Tuska dans le golfe d'Oman et lui a donné un avertissement clair pour qu'il s'arrête. L'équipage iranien a refusé d'obéir. Notre navire de guerre l'a donc stoppé net en perçant la salle des machines. À l'heure actuelle, les Marines américains ont pris le contrôle du navire. Le président américain accuse les Iraniens d'avoir tiré sur plusieurs navires, dont un français. La CMA-CGM confirme qu'un de ses cargos a été touché. Dans ce contexte, Iraniens et Américains vont-ils se retrouver à Islamabad pour négocier dans les heures qui viennent? Rien n'est moins sûr. Ce dimanche, la Maison-Blanche a confirmé l'envoi d'une délégation menée par J.D. Vance ce lundi au Pakistan. Jared Kushner et Steve Witkoff seront également de la partie. Mais ils risquent de se retrouver bien seuls. La télévision d'État affirme que l'Iran ne compte pas participer aux discussions. Selon l'agence officielle iranienne IRNA, il n'y a aucune perspective claire de négociations fructueuses. Le président du Parlement iranien indique qu'aucun terrain d'entente n'a été trouvé via la médiation pakistanaise. Certaines questions ont été réglées, d'autres non. D'autres propositions ont été avancées, mais nous sommes encore loin d'un accord définitif. Téhéran voudrait avant tout la levée du blocus américain sur les ports iraniens, qualifié de violation du cessez-le-feu. Le régime islamique assure avoir repris le contrôle du détroit d'Ormuz et empêché tout passage de navires. Jean-Paul Chagnollo, ces derniers développements dans le détroit d'Ormuz, on a l'impression quand même d'une histoire qui se répète après tant de jours quand même de bras de fer. Tout ça était censé se régler en quelques jours, quelques minutes. La fin de la guerre est proche. Ça, ce sont des mots que régulièrement le chef de la guerre, secrétaire d'État américain, nous répète. Et finalement, on est toujours au même point. Ça bloque au niveau du détroit d'Ormuz. Tout le monde reste suspendu à ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que, d'après ce qu'on a entendu, les négociations continuaient entre experts, j'imagine. Il fallait arriver à un moment où les politiques prenaient le dossier, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de discussions, en tout cas en cours, pour aboutir à ces négociations. Ça, c'est ma première remarque. La seconde, c'est qu'on a vraiment le sentiment que le rapport au temps n'est pas du tout le même chez les Américains que chez les Iraniens. J'ai l'impression que chez les Iraniens, de plus en plus, il y a une espèce d'installation dans la durée, comme s'ils étaient en capacité de tenir encore longtemps la situation dans laquelle ils sont, notamment en se servant évidemment du blocus du détroit d'Ormuz. Et du côté américain, on a l'impression à l'inverse que, j'allais dire Netanyahou, c'est un beau lapsus, Trump veut absolument sortir de ce qui est vraiment aujourd'hui considéré par beaucoup d'observateurs comme un vrai piège, quoi. Donc comment sortir de là? Et il n'y arrive pas. Alors il fait beaucoup de gesticulations, mais en réalité, ça n'impressionne pas vraiment les Iraniens qui semblent vraiment s'installer dans la durée. Et comme les propositions américaines étaient, semble-t-il, de leur point de vue, excessives, eh bien les Iraniens semblent dire, eh bien écoutez, attendons, nous on n'est pas pressés. Et je crois que ce rapport au temps est assez fondamental. On va reparler de ces négociations, bien sûr, dans la seconde partie de cette émission. Donald Trump
il semble pris au piège, dans une impasse. Est-ce qu'il s'est pris dans son propre piège? C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Écoutez, je crois qu'il y a eu pas mal d'informations, notamment le fameux article dans le New York Times, où on voit bien que cette guerre, il a été, comment dirais-je, convaincu par Netanyahou dans les conditions que l'on croit connaître. En tout cas, si on suit les analyses de ces journalistes américains, moi, je crois qu'elles sont fiables, manifestement. Et surtout, si on regarde d'un point de vue stratégique, autant les Israéliens, depuis combien de temps? Depuis 20 ans, 30 ans, souhaitaient cette attaque contre l'Iran pour se débarrasser du régime, ou en tout cas pour affaiblir considérablement le régime. Donc ça fait très longtemps que Netanyahou a demandé aux différents présidents américains la possibilité d'attaquer l'Iran. C'est une vieille histoire, ça. C'est presque une obsession chez Netanyahou. Du côté de Trump, et du côté des Américains aujourd'hui, il n'y avait aucune raison stratégique d'attaquer l'Iran, bien entendu, lorsqu'il évoque à un moment donné, au tout début, que l'Amérique est menacée par le nucléaire iranien, ça n'a pas de sens. Donc en fait, depuis le début, on est à la recherche de ces objectifs. Alors il bricole des choses autour des objectifs. Alors sur le nucléaire, il le répète, mais finalement, il n'avait aucune raison. Et en plus, tous les militaires le disent, moi je ne suis pas militaire, mais même n'étant pas militaire, je le constate, ça a été mal préparé, mal anticipé, et surtout, il y a un point qui est énorme, c'est qu'il n'est pas vu le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire qu'il avait le nez sur le détroit d'Ormuz, il n'a pas vu le détroit d'Ormuz, je parle de Trump. Pas vu ou pas voulu l'entendre, oui, je ne sais pas, parce en que tout cas, tout le monde le dit, il était au courant, on savait ce qui se passerait. Tout le monde savait, et à commencer notamment par les États du Golfe qui disaient à Trump, n'y allez pas, notamment parce qu'il y aura évidemment des incidences sur le détroit d'Ormuz, et là on se retrouve dans cette situation où finalement on parle plus du fond des négociations, on parle des négociations sur le détroit d'Ormuz, une question, comme chacun le sait, qui n'existait pas avant cette guerre. Donc si vous voulez, on est un peu en absurdie, sauf que c'est une absurdité tragique et dont on voit pas la sortie, parce qu'il y a une montée en radicalité de la part des uns et des autres. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, je parle des Américains bien sûr, de ce détroit d'Ormuz, la clé de la crise. Or, ça n'est que la conséquence de cette crise. Bien sûr, c'est ça l'absurde. Je pense qu'aujourd'hui, les Iraniens ont su prendre... Alors on dit arme, oui, c'est une arme stratégique extrêmement importante. Et aujourd'hui, Trump s'agite. Alors il a inventé un contre-blocus par rapport au port iranien, mais finalement, ce blocus américain, il a besoin, pour être un jour efficace, s'il est un jour, d'être dans le temps. Là aussi, il faut de la durée, alors qu'évidemment, le blocus des Iraniens est immédiat, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Et ce qui est aussi assez extraordinaire, c'est compte tenu de la géographie de cette affaire, eh bien, il suffit de dire quelques mots pour accroître encore la tension. Il suffit par exemple que les Iraniens disent « nous avons mis des mines, nous avons miné le détroit » pour que ça suffise à bloquer tout. Simplement le fait de le dire. Quoi. On ne sait pas vraiment s'il y a des mines ou pas. Enfin, il y a eu tout un débat là-dessus. Donc on est vraiment dans une situation... je dirais, absurde et tragique à la fois, où finalement, cette guerre ne sert à rien en plus. C'est pas comme ça qu'on va réussir à négocier sur le fond. Et puis, je rappelle évidemment ce que tout le monde sait, c'est que il y a pas très longtemps, au mois de juin, on pensait que tout avait été réglé sur le plan nucléaire, parce qu'il y a eu ces fameux bombardements. Et souvenez-vous, et souvenons-nous de Trump qui disait de manière très triomphale, voilà, j'ai réglé le problème. Il y en a pour des années, des années. Et il nous a ressorti aujourd'hui le coup de la menace, évidemment, donc nucléaire. La crédibilité américaine, évidemment, est en chute libre. Alors, il y a deux points intéressants. La crédibilité américaine, on va en parler évidemment, c'est un gros sujet en ce moment, y compris aux États-Unis, avec tous les enjeux politiques du moment qui vont arriver très vite. Mais j'aimerais qu'on parle d'abord de sa façon de négocier, de faire monter les enchères, de faire volte-face aussi, de retourner sa veste entre un moment et un autre. Est-ce qu'il n'est pas en train de gérer cette histoire comme il gérerait un business? Oui, je crois qu'il y a son rapport à la vérité et à la réalité qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il manipule la vérité, il manipule la réalité dans beaucoup de sujets où finalement il n'y a pas d'implication trop importante. Et dans cette affaire, c'est l'inverse. Il se retrouve avec un rapport à la vérité et à la réalité qui est complètement différent. Il n'arrive pas à la maîtriser, c'est bien clair. Il peut dire ce qu'il veut, par exemple sur la victoire militaire, qui est vrai qu'il y a une supériorité, tout le monde l'a dit, et c'est une évidence. Mais la supériorité militaire n'entraîne évidemment pas une victoire politique, et tout est là. La superpuissance américaine qui croyait régler tout ça en quelques temps, en tout cas Trump pensait le faire, pas les généraux sans doute américains, mais en réalité ça ne conduit pas à un résultat politique, et d'ailleurs il n'y avait pas d'objectif politique sérieux, et ce hiatus entre la puissance militaire et la réalité politique, elle est fondamentale. J'ajouterai un point, c'est que finalement on constate aussi, et ça c'est une question qui est liée à la crédibilité, c'est qu'au fond on ne règle jamais
sur le fond une question politique d'importance par l'utilisation de la puissance militaire. Si on n'a pas derrière ensuite un véritable objectif politique clair qui permet d'engager de vraies négociations, autrement dit établir un rapport de force. Mais là, il n'y avait pas tout ça. Donc on est finalement dans une formule classique, on est dans l'impuissance de la puissance militaire, finalement. C'est ça la réalité. Et il se débat avec ça, Trump, aujourd'hui. Et il a en face de lui un régime résilient. Et j'écoutais encore tout à l'heure Pereskian, le président iranien, qui était d'un calme assez incroyable. J'allais dire olympien, mais disons un calme iranien en l'occurrence, parce qu'on avait vraiment le sentiment, comme j'évoquais tout à l'heure, qu'il était dans le temps, sachant que finalement l'autre n'avait pas ce temps dont il disposait. Et oui, on a deux modes opératoires totalement différents. On a cette maîtrise du calme, on a l'impression d'un régime qui s'est préparé, et c'est le cas en vrai, en réalité, un régime qui s'est préparé de longue date et qui est prêt à prendre son temps, et en face quelqu'un qui veut se sortir au plus vite d'une situation qu'il a lui-même créée en déclarant tout et son contraire, et ça atteint sa crédibilité aussi aujourd'hui. On ne sait plus quand le croire. Là, je disais tout à l'heure, une délégation américaine est censée se rendre au Pakistan, c'est ce qui a été annoncé. On ne sait même pas s'ils sont montés dans l'avion et s'ils vont partir ou pas. Et le fait de vouloir exercer, comme ils le disent, des pressions maximales, en fait, ça n'impressionne personne. Parce qu'au fond, l'enjeu est ailleurs. C'est pas parce qu'on va arraisonner un bateau, par exemple. Alors, ça fait toute une affaire pendant 24 heures, mais c'est un épisode symbolique. Mais sur le fond des choses, ça ne rétablit pas le rapport de force. Et le rapport de force, il est aujourd'hui, j'allais dire malheureusement, en faveur de ce régime, quoi. Ce régime tient. La seule question sur laquelle, à mon avis, on peut quand même s'interroger, c'est qu'il tient, mais avec ces dégâts si considérables en Iran, qu'en sera-t-il dans 3 mois ou dans 6 mois? Là, il y a une vraie incertitude. Mais non, on n'est pas là pour l'instant. Ça, c'est le pari du long terme. Oui, c'est ça. Or, on sait qu'on n'y est pas du tout. C'est ça. Encore C'est-à-dire pour que le moment. On dit le régime est résilient et il est fort. Je ne sais pas ce que ça sera et personne ne le sait évidemment dans 3 ou 6 mois. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, comme vous le dites. Et la réalité, c'est que le rapport de force, c'est qu'à la limite, on a le sentiment que les Iraniens n'ont pas besoin de ces négociations finalement. Ils les font durer. Enfin, et cette façon de dire qu'on ne sait même pas si le lendemain on sera présent, c'est quand même quelque part un camouflet pour les États-Unis. Et les États-Unis, en fait, n'ont plus de véritables moyens d'agir, quoi. Ils ne peuvent plus prétendre. Alors ils disent on va cogner encore plus fort, mais même ça, les Iraniens ne sont pas très impressionnés. J'ai l'impression que l'idée qu'on va détruire, pour eux, c'est pas un problème. Enfin, en plus, ils ont une vaste et grande expérience de la guerre. Il faut pas oublier que beaucoup ont fait la guerre Irak-Iran. Parmi et ça a duré 8 ans dans des conditions absolument épouvantables. Donc il y a aussi ce rapport à la guerre qui est très très ancré dans l'esprit des Iraniens, qui savent ce que c'est, quoi. L'expérience et la préparation à cette situation qui avait quand même été écrit, le scénario. Bonjour Siavash Ghazi, votre quête, nos correspondants à Téhéran. Vous nous écoutez depuis le début. On a évidemment ouvert sur la situation dans le détroit d'Ormuz. Trump essaye d'en faire la clé du problème. Or, on vient d'en faire la preuve ici. C'est plutôt la conséquence de ce conflit. Aujourd'hui, ce qui est dit en boucle à la télévision d'État iranienne, c'est que les Iraniens, après ce nouveau bras de fer, n'ont aucunement l'intention de parler avec les Américains, alors même que les négociations sont censées reprendre aujourd'hui. Oui, absolument. C'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui l'a dit encore ce matin lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Il a affirmé que l'Iran n'avait aucun plan, aucun programme pour envoyer une délégation à Islamabad. Et lorsque des confrères lui ont fait remarquer que en fait les Américains avaient envoyé déjà leur délégation, donc qui était en route pour Islamabad, il a tout simplement répondu: c'est pas notre affaire. Nous, on n'est pas concernés par l'envoi de cette délégation américaine à Islamabad. Donc pour Téhéran, pas question pour l'instant en tout cas d'aller à Islamabad. Il y a plusieurs problèmes qui ont été soulignés par les commentateurs et des sources bien informées citées par la télévision d'État. Tout d'abord, la poursuite du blocus des ports iraniens par la marine américaine. Visiblement, il y a eu des tractations, des discussions en coulisses entre les deux pays pour que l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz, et en contrepartie, les Américains lèvent ou ferment les yeux sur ce blocus. Ensuite, il y a, selon Téhéran, la violation du cessez-le-feu avec l'attaque de ce navire commercial iranien, et ensuite les menaces
menace de Donald Trump qui a de nouveau répété que les Américains allaient détruire toutes les centrales nucléaires électriques. Pour l'Iran, ce sont trois choses inacceptables. Et donc, pas question, dans ces conditions, d'aller à Islamabad. Téhéran a ajouté, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté un nouveau point. Il a affirmé qu'il n'a jamais été question d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichi parce que l'uranium pour l'Iran est aussi sacré que la terre du pays, et donc pas question d'accepter ces pressions et ces demandes américaines. Et donc on est dans un bras de fer qui va s'intensifier d'heure en heure, de jour en jour. Et pour l'instant, même à moins que cela change dans les prochaines heures, pas question pour l'Iran d'aller négocier avec les Américains dans ces conditions. Voilà, un bras de fer avec deux narratifs bien distincts, Jean-Paul Chagnollo, qui s'opposent. Et ça, c'est le cas depuis le début. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait absolument plus qui croire. Hein. Écoutez, moi, je ne cherche pas à croire, je regarde ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que, comme j'évoquais à l'instant, les uns ont le temps et pas l'autre, quoi. Les uns étaient préparés et pas l'autre, et ainsi de suite, quoi. Et on en voit les conséquences. C'est comme un rapport à la réalité. Tout d'un coup, Trump pouvait la manipuler, et là, il peut plus la manipuler. Il est coincé complètement. Et lorsqu'il prétendait, par les armes, tout liquider, on voit bien que même après, 50 jours, un peu plus de 50 jours de guerre, on en est au même point, et on n'est pas arrivé à quoi que ce soit du côté iranien, et plus encore, on n'a rien vraiment, on n'a pas avancé sur le fond des choses. Puis juste aussi un point qui me paraît très important, on oublie toujours qu'il y a eu un accord sur le nucléaire en 2015, qu'il a été ensuite balayé avec beaucoup de mépris par Trump, qui n'avait sans doute... Déchiré carrément, disons-le. Déchiré, et qui n'avait sans doute pas lu, ou s'il avait lu, il n'aurait sans doute pas compris, parce que c'est très technique. En tout cas, c'était Obama qui l'avait fait, donc il fallait s'en débarrasser. Or, aujourd'hui, il est à la peine pour essayer d'avoir un accord qui sera sans doute en dessous de ce qui avait été réussi pas simplement par Obama. Il ne faut pas oublier que c'était les 5 membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. On en est là aujourd'hui, en fait. On est en train d'essayer de négocier quelque chose qui serait une moins bonne version que la précédente qui a été déchirée par Trump. Il y a aussi un autre élément qui est très important. Dans cet accord de 2015, il y avait une place prépondérante à l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IEA. C'est elle qui a eu un rôle très important à partir de 2015, de manière très intrusive, pour vérifier où on en était du programme nucléaire iranien, pour vérifier si l'Iran respectait ses engagements. Or, de l'AIEA, il est Organisation internationale de l'énergie atomique. Il n'en est pas question. Et ça montre aussi la fragilité et la fébrilité de tout ça, parce qu'on ne met pas en scène la seule institution internationale qui soit en capacité véritablement de suivre tout ça. Donc on voit bien qu'on est vraiment très en retrait par rapport à ce qu'on faisait, avec une guerre qui finalement se dit, mais mon Dieu... Tout ça pour ça, c'est terrible, toutes ces destructions pour arriver à un résultat comme celui-là, c'est vraiment assez tragique, assez tragique. Quand vous dites tout ça pour ça, et je vous ai aussi entendu dire tout à l'heure, cette guerre n'a servi à rien, et on va peut-être négocier quelque chose qui sera moins bien que quelque chose que Trump a lui-même détruit. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Donald Trump, par ce conflit, a renforcé le régime de Téhéran ? Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. À l'heure actuelle, oui, je pense que le régime a été renforcé. Maintenant, est-ce que dans 2, 3, 6 mois, compte tenu de l'ampleur des destructions de la population du coup d'Iran dont on ne parle plus, est-ce qu'il ne va pas y avoir au contraire une fragilisation ? Est-ce qu'il n'y a pas des fissures dans tout ça qu'on ne voit pas et qui pourront se matérialiser dramatiquement dans les prochains temps ? Donc on va pas pouvoir avoir d'analyse à 6 mois, mais dans la réalité concrète, oui, je pense que ce régime est renforcé. Et puis, si le régime est renforcé, en tout cas en ce moment, moi j'ajouterais que par rapport au nucléaire, il y a quelque chose qui est affaibli, gravement affaibli, c'est le système de non-prolifération des armes nucléaires. Parce que finalement, beaucoup doivent se dire, en Iran sans doute, mais ailleurs certainement, que vous pensez à qui, là ? Pour conserver notre intégrité territoriale, le seul moyen, c'est d'avoir l'arme atomique. Et par conséquent, ceux qui sont aujourd'hui membres du TNP doivent se dire, après tout, est-ce que c'est la meilleure formule ? Donc on a une fragilisation, et donc on est dans des effets pervers au sens sociologique du terme, c'est-à-dire qu'on essaie d'obtenir des objectifs, et finalement on arrive à l'inverse de ces objectifs, quoi. Les résultats sont inverses de ceux auxquels qu'on espérait avoir. Et c'est très grave. On renforce le régime, et on affaiblit le système de non-prolifération des armes nucléaires. Vous pensez à une région en particulier, peut-être, Jean-Paul Chagnollo, en disant tout cela, vous pensez à une région en particulier, un pays en particulier ?
Je pense à l'Arabie Saoudite, par exemple, mais à bien d'autres. Je pense à la Corée du Sud, bien entendu. Je pense que le système de non-prolifération est gravement menacé, parce que, enfin, en tout cas, gravement, je n'en sais rien, mais en tout cas, il est menacé, parce que les fondamentaux ne sont pas respectés, et en particulier l'idée qu'une puissance nucléaire attaque un pays non nucléaire, ça faisait partie des deals dans tout ce système. Et si vous regardez les deux conflits aujourd'hui dans lesquels le monde est confronté, l'Ukraine et puis aujourd'hui l'Iran, on a du côté de l'Iran, Israël, puissance nucléaire qui n'est pas membre du TNP, il faut le rappeler. Évidemment, les États-Unis sont... Et puis du côté de l'Ukraine, eh bien l'Ukraine a rendu ses armes en 93-94 en échange d'une non-agression. Et aujourd'hui, l'Ukraine est agressée par une puissance nucléaire. Donc on voit bien que tout ça fait que cet effort incroyable de monter un système de non-prolifération est fragilisé. Un dernier mot, si j'ai encore une seconde sur ce point précis, c'est que dans le TNP, dans le traité de non-prolifération des armes nucléaires, il y a un engagement de la part des 5 États qui étaient dotés de l'arme nucléaire. C'est les membres du Conseil de sécurité. Cet engagement, c'était de tout faire pour essayer de désarmer progressivement, donc de négocier. Et donc, à partir des années 70, eh bien, il y a eu tout un processus de désarmement avec moins d'ogives, moins de vecteurs, etc. Et ça a fonctionné. Et quand est-ce que ça s'est arrêté, ce processus de négociation, notamment entre les États-Unis et l'Union soviétique d'abord et la Russie ensuite, en février 2026, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Depuis février 2026, il n'y a plus aucun traité qui conduit à ces désarmements ou ces petits pas ou ces grands pas vers le fait que ces États dotés de l'arme nucléaire acceptent de réduire leurs ogives, leurs vecteurs et d'avoir toute une série d'engagements les uns par rapport aux autres. Donc d'un côté, ça c'est fragilisé, et de l'autre, ceux qui ne sont pas dotés de l'arme nucléaire doivent se poser de sérieuses questions. C'est ça le plus gros risque, l'un des plus gros risques de ce conflit qui est en cours au Moyen-Orient, que ça ne bouleverse des choses qui étaient établies depuis des décennies, et que ça ne se fasse miroir aussi, écoutez, et que ça donne des idées à certains États. Il y a ces risques. Moi, évidemment, je ne pronostique rien, mais il y a ces risques. Et puis d'autre part, je voudrais quand même souligner un point, c'est que ces guerres au Liban, en Palestine et en Iran, est-ce qu'elles ont, en quoi que ce soit, contribué à régler les problèmes de fond? La question palestinienne est plus que jamais ensevelie dans des conditions épouvantables. Donc toute cette guerre a conduit à une impasse totale et à des souffrances immenses. Du côté du Liban, l'idée de désarmer le Hezbollah n'a pas de sens dans cette configuration-là, et par conséquent, le problème restera entier. Et enfin, la question du nucléaire sur l'Iran, on voit dans quelle impasse nous sommes. Autrement dit, tout cet arsenal, toute cette puissance vont conduire sans doute à un Moyen-Orient encore plus déstabilisé qu'il ne l'était auparavant. Et on peut ajouter la cerise, mais la grosse cerise sur le gâteau, même le cerisier, c'est évidemment les pays du Golfe. Cette espèce d'oasis de prospérité, de sécurité, de stabilité. Eh bien, aujourd'hui, à Dubaï ou ailleurs, c'est fini. Ils ont pris évidemment un choc frontal considérable. Ils ne peuvent plus être considérés comme un espace sûr, un espace de stabilité, un espace de prospérité. Ils vont avoir à reconstruire beaucoup de choses, et notamment, évidemment, leur relation internationale, notamment en termes de sécurité avec les États-Unis. Donc on voit bien que tout ceci, non seulement n'a pas réglé les problèmes qui étaient supposés devoir l'être par ces engagements militaires, mais en plus ça en crée d'autres. Donc le résultat global, quand ça va s'arrêter, derrière les ruines et les cendres, on s'apercevra que finalement, ça fut un immense gâchis à tous égards. Rapidement, j'aimerais qu'on entende Siavosh de nouveau. Siavosh, si vous m'entendez, un mot des Iraniens eux-mêmes, parce que c'est vrai qu'on ne leur laisse plus la parole aux Iraniens, alors qu'au départ, ce conflit était censé aider leur quotidien et leur vie. Comment est-ce que cette séquence, notamment, on parle beaucoup du détroit d'Ormuz ici, est-ce que c'est un sujet pour les Iraniens? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui des jours qui arrivent? Je rappelle, ce cessez-le-feu qui est censé expirer, prendre fin dans 48 heures. J'ai interrogé encore aujourd'hui des gens dans la rue. Il y a bien sûr une crainte que la guerre recommence, qu'il y ait de nouveau des bombardements. Mais depuis 50 jours, on voit que le pouvoir, les partisans du pouvoir ont pris le contrôle de la rue. Tous les soirs, depuis maintenant 50 jours, il y a sur les grandes places de Téhéran, mais aussi dans les villes de province,
de plus en plus de gens qui se rassemblent donc la nuit pendant plusieurs heures, jusqu'à quelquefois 2 heures, 3 heures du matin, pour donc scander des slogans contre les États-Unis, contre Israël. Donc une mobilisation très très forte. On voit des gens qui ne sont pas forcément des adhérents de ce système, qui descendent dans la rue pour donc soutenir les forces armées iraniennes. Et l'exemple même de ce changement, de cette mobilisation de la population, c'est cette application qu'on appelle John Fado qui veut dire sacrifice de vie. Et donc il y a désormais, je regardais tout à l'heure, 29 millions de personnes et d'Iraniens qui se sont inscrites sur cette application pour se porter volontaires pour aider les forces armées à combattre les États-Unis et Israël. 29 millions de personnes, cela représente pratiquement 50% des Iraniens de plus de 12 ans. J'ai demandé à des amis qui s'étaient inscrits sur cette application, et il faut mettre le nom et aussi le numéro de carte d'identité. Et une fois qu'on s'est inscrit, il est impossible de faire une seconde inscription. Donc c'est une mobilisation réelle d'une grande partie de la société contre cette guerre qui a été menée de manière injuste contre l'Iran, avec beaucoup de destruction, beaucoup de morts civiles, beaucoup de destruction parmi les installations civiles du pays. Merci beaucoup Siavosh en direct de Téhéran. Un mot rapidement pour résumer l'idée que Siavosh vient de nous dire aujourd'hui, totalement contre-productif. On parlait du sens de ce conflit. Si on voit demain les liens entre ce peuple et ce régime se renforcer, ça aussi c'est un gros risque, non? Mais tout a été contre-productif finalement. Et là, c'est pas une attaque contre un régime, c'est une attaque contre un pays. Et par conséquent, les ressortissants et nationaux de ce pays sont profondément choqués, indignés, et eux aussi rejoignent, ou en tout cas soutiennent le régime. Ce qui vient d'être dit est fondamental, et il se passe à peu près la même chose, sans doute, avec le Liban. Autrement dit, on voit bien à quel point, une fois encore, tout a été contre-productif. Ce n'est pas par les armes, jamais, que l'on peut régler des problèmes politiques de cette ampleur. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnollo. Ce sera le mot de la fin de cette info du jour. Merci d'avoir été avec nous. Restez à nos côtés. Paris Direct revient dans quelques instants. Ce sera le journal. À tout de suite.